Donc, ça fait maintenant ouais, déjà le 27e, ça fait maintenant plus de 2 ans. On va entamer on entame la troisième année pour ces ateliers virtuels et on rencontre toujours le même succès, en tout cas au niveau de la participation, puisque vous êtes près de 800 ou même un tout petit peu plus de 800 à vous être inscrits à ces ateliers. Il y en a encore beaucoup qui sont en train de se connecter. Donc, merci à vous tous. Il s'agit là du premier atelier virtuel de l'année, puisque le premier avait eu lieu en présentiel le 19 janvier. Donc, ça fait aussi plaisir de vous retrouver pour ce rendez-vous mensuel. Alors, ces ateliers, bien sûr, peuvent être organisés et surtout sont alimentés grâce à tout l'écosystème Cegedim Pharma, cet écosystème qui est large, hein, bien sûr, avec le GERS et GERS Data, avec SAI, une autre activité de Cegedim Pharma au niveau du référencement des officines et de l'équipement en coffre-fort numérique, Pharma ML qui occupe une place importante au niveau de tout ce qui est tension d'approvisionnement, Maya, Smart 360, Futura Media, C-Media et bien sûr la BCB. Donc, grâce à tout cela, on produit pas mal de données qui sont utilisées énormément par les pouvoirs publics. Alors, c'était le cas, ça a été particulièrement le cas pendant la crise du Covid, mais ça l'était déjà avant et ça l'est encore aujourd'hui, alors qu'on n'est plus dans cette crise Covid, mais nous occupons encore une place privilégiée au niveau des pouvoirs publics, où la donnée GERS est toujours très utilisée. En témoigne hier la table ronde organisée par le LEM et le CEPS, à laquelle le GERS était invité. Nous avons pu présenter de nombreux chiffres. Donc voilà, mais ces données sont utilisées par d'autres entités au niveau des pouvoirs publics. David, je te passe tout de suite la parole concernant le marché de la prescription et en particulier l'amoxicilline. Merci Patrick. Bonjour à toutes et à tous. On a changé un certain nombre de choses dans la présentation et dans le contenu. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet et pour coller à l'actualité, on voulait regarder avec les équipes ce que donne la prescription d'amoxicilline, l'enjeu que ça avait en médecine et de regarder un peu les évolutions entre 2022-2021 et ce début d'année, que ce soit le mois ou que ce soit en semaine. On a vu effectivement que beaucoup plus de consultations qui donnent lieu à une prescription d'amoxicilline. En janvier, on était très proche de 2022 et en février, beaucoup plus élevé. Donc, ça suit aussi l'évolution du pic épidémiologique et épidémique plutôt. Et c'est vrai qu'avec un regain de prescription d'Amox sur le mois de février, comme vous pouvez le voir sur cette courbe, et un mois beaucoup plus élevé. Donc, c'est vrai que ça met en regard les tensions d'approvisionnement, et Patrick reviendra tout à l'heure sur ces notions de tension et de rupture, mais beaucoup plus de prescriptions. Et ce qui est intéressant, ce qu'on a voulu regarder, c'est par rapport à la sphère ORL, aux mots divers, ou ce que je mets moi avec cynisme derrière la convivialité et le partage de microbes. Si vous regardez le top 10 en termes de prévalence qui donnait un recours souvent à une prescription d'amoxicilline, vous pouvez voir en vert l'évolution de la consultation avec un diagnostic et en bleu, ce qui donne lieu à une prescription. Donc, on le voit, beaucoup de consultations sur ce début d'année 2023 qui ont donné lieu à la pose du diagnostic, que ce soit pharyngite, que ce soit otite, que ce soit de la rhino, que ce soit dans une moindre mesure sinusite et grippe.
qui ont pour autant moins donné lieu à une prescription ou indifféremment une prescription d'amoxicilline. Alors, ça tient compte aussi de l'actualité sur les tensions. Et vous pouvez voir sur le titre, on a eu la courbe de la prescription qui suit la même dynamique que la consultation. Et pour autant, sur la toux, sur la rhino, même sur la grippe, et ben effectivement, on a un pic de consultation et la prescription d'amoxicilline a été décorrélée de cette prévalence, à la fois parce que pas forcément nécessaire et aussi du fait des tensions. Tout ça pour glisser sur un premier bilan de la grippe, même si la vaccination officiellement se termine dans quelques jours. Elle bouge plus grandement. Et puis, on va regarder les nouveaux services. Alors, la grippe, comme vous pouvez voir, couverture vaccinale des plus de 65 ans qui plafonne à 67%, très proche de ce qu'on avait l'année dernière, avec deux temps, un début de saison qui a été poussif. Vous pouvez voir, c'est la courbe bleue qui a commencé doucement et qui s'est accélérée sur le mois de novembre, qui a permis d'avoir le pic qui a été corrélé au pic épidémique qu'on a eu en fin d'année 2022, ce qui faisait de 2022 la première année depuis longtemps où il y avait eu deux pics de grippe la même année calendaire. Et globalement, on a la moitié de cette population des plus de 65 ans qui a été vaccinée en grippe, et on reste malgré tout moins élevé qu'en 2020. Et 2020, on le voit, hein, c'était le départ. Et clairement, rappelez-vous, 2020, la campagne a commencé par il n'y aura pas de vaccin pour tout le monde. Et ce qui avait fait que la campagne avait commencé très fort, et que dans un contexte de tension mieux gérée, bah, globalement, on voit qu'on a tendance, un peu comme quand mon boss me demande le reporting, à procrastiner et à reporter le plus longtemps possible. Pour autant, la moitié de la vaccination grippe a été faite par le réseau officinal sur cette saison. Elle était en 2019 qu'un quart, et c'est le premier exemple de l'appropriation des nouvelles missions par le réseau officinal qui laissait question avant la pandémie, qui depuis la pandémie aujourd'hui ne pose plus question. La quasi-totalité du réseau officinal réalise cet acte de vaccination de la grippe. Et on ne se pose plus la question aujourd'hui quand on échange avec le réseau officinal sur qui va faire de la vaccination et qui n'en fera pas. On a vraiment une appropriation par tout le réseau. Dans cette courbe, on a mis en miroir, alors moi je suis très mauvais en géographie, donc je ne vais même pas me lancer. Peut-être éventuellement la Bretagne, je situe bien, et l'Île-de-France. À gauche, vous avez la couverture des plus de 65 ans et le taux de couverture par grande région. Et à droite, le pourcentage de vaccination réalisé par le réseau officinal. Alors, on a toujours cette diagonale qui fait que la couverture vaccinale des plus de 65 ans est plutôt forte sur l'ouest et le nord de la France, Normandie. Et la couverture vaccinale et la réalisation par le réseau officinal plutôt l'Île-de-France, qui est la première région de la France. Mais c'est surtout de se dire, si on veut améliorer la couverture vaccinale, il y a probablement un rôle clé pour le pharmacien demain, surtout dans des régions où le taux de vaccination ou la réalisation par le pharmacien est autour de 50%. Je pense notamment à la région sud, je pense à l'est de la France, un moyen de gagner en meilleure couverture de par ce nouveau rôle que peut avoir le pharmacien comme animateur territorial et sociétal de santé. Quand on voulait aussi, avec Patrick, faire un petit point sur les nouvelles missions et notamment les nouveaux services déployés cette année, le premier, c'est le kit de dépistage du cancer colorectal. On le voit sur les réseaux, beaucoup de communication sur Mars Bleu. Et là, vous voyez la vitesse d'appropriation de ce nouveau service en termes de distribution numérique. Septembre, 16% des pharmacies commençaient à remettre le kit de dépistage. En février, on est quasiment à 60%. Et quand on regarde rétrospectivement, depuis le début jusqu'au 10 mars, 2 tiers des pharmacies ont réalisé ce nouveau service. Donc ça, c'est premier constat. Et deuxième constat sur l'entretien femme enceinte, beaucoup plus récent, puisque depuis le 7 novembre,
Là, on est encore très peu de pharmacies à l'avoir déployé, à l'avoir réalisé au moins une fois. 7% des pharmacies ont réalisé au moins un entretien femme enceinte et 5% des pharmacies réalisent 90% de ces entretiens et la moitié est fait par 1% des pharmacies. Donc, des services qui petit à petit rentrent dans le quotidien du réseau officinal avec toujours l'enjeu de gestion du temps, gestion de la ressource, gestion de ce qui nous manque à tous, c'est le temps et parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Pour autant, alors quand on compare et encore là, ça a du sens de se comparer quand même encore jusqu'à 2020, même si on voit que la courbe, elle augmente. Mais là, vous avouez que ça devient infernal, l'ensemble de ces courbes, parce que 2023, on me dit, tu peux te comparer à l'année dernière, mais ça serait bien aussi de comparer à 2019. Mais 2019, ça fait loin. Ce qu'on retient, c'est que on a une prescription de ville qui est en légère croissance, plus 3%, et notamment sur les 4 dernières semaines, plus 5%. On a toujours la délivrance de prescription hospitalière qui est en forte croissance, hein, plus 11% sur ces dernières semaines, et la délivrance hors prescription qui est à plus 10 sur le mois de février, et regardez, juste à plus 2 depuis le début de l'année. Donc, il y a eu un petit passage à vide en début d'année sur cette partie conseil et suivi et accompagnement du consommateur patient. Et on va voir comment ça va évoluer, notamment, je tiens à préciser, là on est sur du chiffre d'affaires TTC, donc il tient compte naturellement de l'inflation et de la hausse des prix. Taux de TVA, hein, ça fait un certain nombre de fois qu'on vous dit que c'est fini, donc je ne vais pas revenir sur le sujet. On va le prolonger, mais l'analyse par taux de TVA n'a guère de sens. Et donc, du coup, Patrick, pendant que tu t'hydrates, ce qui est vraiment important, le médicament remboursable, qu'est-ce qu'il raconte? Merci David. Ben, le médicament remboursable, il affiche une dynamique importante en ce début d'année 2023, avec des mois de janvier et février extrêmement forts en termes de progression, même s'il y a un petit ralentissement février par rapport à une petite baisse par rapport à janvier. Mais globalement, on est sur des mois très forts. Quand on regarde janvier-février 2023 par rapport à 2022, on est à plus 11% de croissance et le dernier cumul mobile, lui, est à plus 10%. Donc, concernant les achats de médicaments remboursables. Quand on regarde ensuite les classes en croissance ou en décroissance, on voit que les 5 premières classes qui contribuent à la croissance sur ces 2 premiers mois de l'année contribuent à une croissance de plus de 160 millions d'euros de chiffre d'affaires, alors que les 5 classes qui contribuent à la croissance ne contribuent que pour une baisse de moins 27 millions d'euros. Donc, vous voyez une balance extrêmement positive, et on retrouve dans ces classes dynamiques les classes habituelles, hein, avec les inhibiteurs de l'interleukine, avec du Dupixent de Sanofi, qui a bénéficié, lui, d'extension d'indication, donc forte progression en particulier. Ensuite, la N07X, les autres produits du système nerveux central avec Vyndaqel et Evrysdi de Pfizer et Roche, c'est des sorties de réserve hospitalière, donc également très forte progression. Les antinéoplasiques inhibiteurs de la protéine kinase, c'est Tagrisso d'AstraZeneca, également sortie de réserve hospitalière. Les antidiabétiques de la Dispé, eux, c'est des produits, c'est une nouvelle classe d'antidiabétiques, et c'est des produits qui sont commercialisés depuis moins de 3 ans, qui ont eu une progression extrêmement importante puisqu'ils affichent 182% d'évolution. Et enfin, les vaccins bactériens avec Bexsero de GSK, c'est pour la vaccination contre les infections à méningocoque, qui est recommandée maintenant chez tous les nourrissons à partir de 2 mois.
Alors, dans les classes qui sont en baisse, en décroissance, bon, je vous l'ai dit, on a d'autres classes d'antidiabétiques. Il y a vraisemblablement… alors, il y a eu des pertes de brevets, en particulier pour Januvia, dans la 10N. Ensuite, dans les anti-ulcéreux avec le rabéprazole de chez Biogarant, une baisse de prix en 2022. Des pertes de brevets dans les produits de la sclérose en plaques, Gilenya et Tecfidera, de chez Novartis et Biogen. Des baisses de volume pour les héparines Inoep et Lovenox de Léo et Sanofi, et également des baisses de volume pour les antiacnéiques par voie orale, et notamment Curacné de chez Pierre Fabre, baisse de volume également. Donc voilà pour ceci. Tout cela nous amène sur le top 10 des laboratoires sur janvier-février. Vous voyez que sur ce top 10, il y en a, la plupart des laboratoires ont une croissance supérieure à celle du marché, qui est de près de 11% sur ces 2 mois. À noter la présence de 2 génériqueurs très importants dans les plus fortes évolutions. Ensuite, on retrouve également, donc on a Pfizer pour les génériqueurs Viatris, Biogarant, Bayer, Sanofi, qui affiche également une belle croissance, BMS et AstraZeneca. Et enfin, surtout, ce qui est pour la première fois dans le top 10, on vous montre Vertex Pharmaceutical avec les produits contre la fibrose kystique. Donc voilà pour ce top 10 des labos. En ce qui concerne le top 10 des produits, on va aller beaucoup plus vite. Donc on retrouve, il y a peu de variations. On trouve des produits, des classes dont on a parlé tout à l'heure, des produits de la N07X, mais également on retrouve Eliquis à la première place, avec une évolution très forte encore en 2023 par rapport à 2022, 15%, Vindaquel, 126% d'évolution. On a également d'autres produits comme Kaftrio de chez Vertex, dont on a parlé, 36% d'évolution. Et puis, vous voyez les autres produits. À noter quand même un produit comme Doliprane, mais qui se retrouve à chaque fois encore dans le top 10 et avec une évolution de plus 17%. Alors, il est vrai, porté vraisemblablement un peu par l'augmentation de pathologie sur les dernières semaines. Alors, justement, les pathologies hivernales, elles ont fortement augmenté quand on regarde les classes de produits qui sont liées à ces pathologies hivernales. On a regardé en unité ce qui s'est passé sur janvier-février par rapport à 2022, et on voit que les 4 classes principalement utilisées dans ces pathologies ont augmenté. Les produits pour les désordres intestinaux, plus 11%, les antibactériens par voie générale, plus 20%, les analgésiques, plus 13%, on parlait tout à l'heure de Doliprane, et enfin les antitussifs et produits bronchopulmonaires, plus 18%. Donc, des classes très, très dynamiques portées par cette pathologie hivernale. Alors, David vous a présenté tout à l'heure, a fait un zoom sur les prescriptions d'amoxicilline. On va voir ce qui se passe un peu au niveau des achats d'amoxicilline et des autres antibiotiques. Donc, en orange, vous avez l'amoxicilline, en bleu, les autres antibiotiques. Au total, on a la classe des antibiotiques qui a évolué de 21% sur toute cette période, entre janvier 2022 et février 2023. L'amoxicilline lui a évolué de 25%, avec en plus une période où l'amoxicilline a rencontré des tensions d'approvisionnement, en particulier en décembre, janvier. Aujourd'hui, il y a un retour à peu près à la normale, et on le voit, le poids de l'amoxicilline retrouve les valeurs qui étaient les siennes avant ces tensions, quand on était à 40-45%, là on est revenu à 65%, donc pour l'amoxicilline. Justement, que s'est-il passé pendant un peu cette période où il y avait des tensions? Le poids de l'amoxicilline
a diminué, on le voit, hein, il était à près de 60% en novembre, il est tombé à 40-45% sur les mois de décembre-janvier, pour remonter à 65% en février, mais en décembre et janvier, il y a eu un transfert qui s'est fait vers l'azithromycine, donc le Zithromax et puis les génériques, mais également vers la pristinamycine, donc la piostacine, et puis d'autres antibiotiques. Mais les grands, on va dire, ceux qui ont bénéficié de ces tensions d'approvisionnement d'amoxicilline ont été l'azithromycine et la pristinamycine. Voilà. Alors, quand on regarde encore les pathologies hivernales, mais sous un autre angle, quand on regarde par statut, c'est-à-dire que on va s'attacher à regarder d'une part les médicaments, d'autre part les compléments alimentaires et les dispositifs médicaux. Donc, on voit qu'au total, ces statuts, mais ça a fortement augmenté, 43%. Les médicaments ont un peu moins augmenté, à plus 31%, mais là, on retrouve peut-être un des effets des tensions d'approvisionnement, en particulier sur l'amoxicilline, et tensions d'approvisionnement qui ont quand même eu vraisemblablement un impact sur d'autres produits dans d'autres statuts, qui sont notamment les compléments alimentaires, qui ont eu une augmentation très forte de 76%, et puis aussi les dispositifs médicaux, 102%. Bien entendu, les tensions d'approvisionnement n'expliquent pas en totalité ces très fortes augmentations sur ces deux autres statuts, mais cela a pu avoir un effet. Que s'est-il passé au niveau des génériques et des biosimilaires? Au niveau des génériques, aujourd'hui, on a une situation qui est globalement assez stable. En 2021, on avait un taux de pénétration des génériques à près de 84%. En 2022, il a un tout petit peu augmenté à près de 85% et il est stable sur le début d'année 2023. Alors, je pense qu'en l'absence de mesures fortes, et quand je parle de mesures fortes, je pense à la mesure de 2013, si mes souvenirs sont bons, tiers payant contre générique, ou plus récemment, la mise en place de l'article 66 en 2020, sans des mesures aussi fortes, ce taux de pénétration ne devrait pas bouger énormément. Il en est de même au niveau des biosimilaires. Aujourd'hui, le taux de pénétration des biosimilaires a augmenté quand même entre 2021 et le début de 2023, puisqu'on était en 2021 à 20%, on est passé en 2022 à 23%. Début 2023, on est à 25%, donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'augmentation et que les choses sont stables. Il y a une légère augmentation. Mais tant qu'il n'y aura pas de nouveaux biosimilaires, ce taux de pénétration n'augmentera pas de façon importante. Alors, quand on regarde maintenant les ruptures, simplement un commentaire, les tensions d'approvisionnement continuent à augmenter et à être à un niveau assez élevé en ce début d'année. Alors, les raisons sont multiples et variées. La raison la plus importante est liée bien sûr à des problèmes de production, de fabrication, est liée également à une augmentation de la demande mondiale, et en particulier dans les pays pays développés, mais également dans des pays émergents comme la Chine ou l'Inde. Et avec une demande mondiale qui ne cesse d'augmenter, on se retrouve avec un effet domino dans tous les pays où il y a une forte consommation à avoir ces tensions. Donc voilà pour les ruptures. Alors, un point sur les baisses de prix des médicaments. Alors, vous savez qu'au niveau de la régulation 2023, la loi de finances prévoit un objectif de baisse de prix pour 2023 concernant les médicaments de 800 millions d'euros en prix net.
L'objectif global était de 900 millions, mais 800 millions pour les médicaments. À ce jour, quand on regarde, alors on va oublier la colonne en PFHT, donc les camemberts en PFHT, c'est ceux de gauche. On va simplement s'intéresser aux économies en économie sécurité sociale. Donc, en ville, aujourd'hui, on est à 397 millions d'économies que l'on prévoit pour l'année 2023 à ce jour. Et quand on dit que l'on prévoit, ça veut dire qu'il y a deux choses. Il y a d'une part l'effet report, c'est-à-dire les baisses de prix qui ont été annoncées, qui ont été effectives en 2022, mais au cours de l'année, qui ont encore un effet sur 2023. Donc ça, c'est l'effet report. Et puis d'autre part, les baisses de prix effectives, c'est-à-dire celles qui ont déjà été annoncées, qui ont même été mises en œuvre depuis le début de l'année, et puis celles aussi qui sont prévues dans les mois à venir. Et quand on regarde donc ces deux phénomènes additionnés, on arrive à près de 400 millions de baisse de prix en économie sécurité sociale en ville, moins 190 millions à l'hôpital, dont on le voit hein, dans ces 190 millions, il y a 28 millions d'exécutions et surtout 163 millions en prévision. Au total, ça veut dire qu'aujourd'hui, on est, avec ce qui a été annoncé et ce qui est en effet report, on arrive à une baisse de prix globale de moins 587 millions par rapport à l'objectif de 800 millions. Donc, aujourd'hui, on est en sous-exécution sur ces baisses de prix. Mais cela ne présage en rien de ce qui pourra se passer dans les prochains mois et d'éventuelles baisses de prix additionnelles. Alors, quand on fait un zoom justement sur ces baisses de prix, hein, je vous parlais tout à l'heure d'effet report et puis d'effet variation. Donc, l'effet variation, c'est les baisses de prix effectives. Donc, vous voyez qu'en ville, il y a 119 millions d'effets report par rapport à 278 millions de baisses de prix déjà annoncées. À l'hôpital, on est à 113 millions d'effets report contre 78 millions d'effets variation, donc de baisses de prix annoncées. Donc, au total, on arrive entre la ville et l'hôpital à 232 millions sur 588, donc c'est-à-dire à peu près 40% du montant des baisses de prix qui provient d'un effet report et 356 millions par rapport avec un effet variation, c'est-à-dire les baisses de prix annoncées. Slide suivante. Alors, les médicaments onéreux, vous êtes habitués maintenant à cette analyse. Donc, on regarde deux types de produits. D'abord, les produits qui sont au-delà d'un PFHT à 1930 euros. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de la tranche la plus élevée concernant la marge des pharmaciens. Et on voit que ces produits ont une très forte évolution, puisqu'ils ont une évolution sur les 2 premiers mois de l'année de plus 25%, que sur la période 2017-2022, il y a eu une augmentation par 3 du nombre de présentations concernées par ces prix très élevés, et que dans le même temps, lui, le chiffre d'affaires, il a été multiplié par 4. Donc, on est sur des produits de plus en plus chers. Et si ces produits représentent un peu moins de 0,1% des volumes vendus à l'officine, en chiffre d'affaires, ils représentent près de 24%, donc près du quart du chiffre d'affaires de l'officine. Quand on regarde maintenant une autre tranche de médicaments, c'est les médicaments qui sont au-dessus de 469 euros
de PFHT. Pourquoi ces 468,97? C'est parce qu'il s'agit de la tranche supérieure pour les grossistes répartiteurs. Et on voit là aussi qu'il y a une forte augmentation sur les 2 premiers mois de l'année, un peu moins importante, plus 15% en janvier-février 2023 par rapport à 2022. Et en nombre de présentations, elles ont été multipliées par un peu plus de 2 à l'officine, et le chiffre d'affaires, lui, a été multiplié par 2. Donc, un impact un peu moins important pour ces produits, qui représentent 0,46% des volumes et plus de 40% du chiffre d'affaires de l'officine. Donc, aujourd'hui, on s'aperçoit vraiment qu'à l'officine, les produits onéreux représentent un enjeu majeur pour les officinaux. David, c'est à toi avec le conseil santé. Alors, pour commencer sur le conseil, commencer par l'automédication, la délivrance de médicaments de prescription médicale facultative hors prescription. Un début d'année qui, par rapport à l'année dernière, est en légère croissance, comme vous pouvez le voir, plus 1%. Pour autant, ça reste dynamique et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas connu un tel dynamisme sur l'OTC et l'OTX, donc avec la délivrance du conseil du pharmacien. Et quand on regarde les laboratoires les plus contributeurs à la croissance de l'automédication, on va avoir l'homéopathie qui revient, on va avoir Reckitt également, Johnson & Johnson, Urgo et Lacoper pour le top 5. Donc, des laboratoires très centrés sur les maux divers au sens large. Et c'est vrai que c'est ce qu'évoquait tout à l'heure Patrick, la tension sur les médicaments, plus effectivement la proximité avec le pharmacien et le réseau officinal pour aller chercher du conseil, a développé tout le marché de l'automédication sur ce segment-là. Quand on l'élargit sur l'ensemble des statuts, sur ces dernières années, alors là, on n'est pas remonté jusqu'à 2019 parce que début d'année, on était encore pré-Covid et après, sinon, ça fait trop de courbes et je deviens épileptique. Mais globalement, quand on regarde cette croissance, plus 10 par rapport à l'année dernière, on le voit dynamique. Et sur ce marché, au sens large du terme, on va avoir UPSA, à la fois sur le médicament et complément alimentaire. On va avoir un pure player de compléments alimentaires et probiotiques médicalisé avec Pilège, deuxième contributeur, suivi de la Copper, Reckitt et Avocat. Donc, on voit différents types de players, différents types d'acteurs. On va avoir aussi, si on élargit au top 10, différents positionnements labo, ce qui est intéressant si on veut creuser avec un Urgo, avec les sujets qu'on connaît, avec Boiron sur le sujet de l'homéopathie, avec Procter sur la présence aussi média et l'échange qui peut y avoir, AVA avec ses marques et Johnson. C'est vrai que ça permet de regarder un peu les différents acteurs, même si dans le top 10 des contributeurs à la croissance sur cette santé conseil, vous pouvez voir que 10 promesses sont orientées malgré tout sur les maux de l'hiver, que ce soit le toux, le mal de gorge, le rhume ou les spécifiques nez bouché, isotoniques. Donc, on est vraiment… Et par contre, en contribution négative, alors aussi avec la difficulté de les trouver quand même, ou probablement avec l'effet stock qu'on a eu connu en fin d'année dernière, douleur et fièvre, et puis mon chouchou qui reste toujours la perte de poids et le déstockage qui sont toujours année après année contributeurs à la décroissance de cette santé familiale. Un point sur l'inflation et l'inflation sur le pouvoir d'achat en prenant un périmètre courant, en regardant quel impact ça a aujourd'hui sur la dépense des concitoyens. Sur ce marché large, on a une croissance et comme on peut voir, c'est le réseau et les consommateurs, même si médiatiquement il est préparé à ces augmentations, on le voit si vous regardez janvier-février 2022 versus janvier-février 2021, on avait peu d'inflation payée par le consommateur. On le voit sur ce début d'année, on continue cette accélération ou ce développement de l'inflation. On est à plus 1,3 par rapport à février dernier dans ce que dépense le consommateur, quel que soit le produit qu'il utilise, alors qu'il faut à la fois de l'inflation et aussi à la fois le report
parce que ce qui a été développé aussi avec les tensions, c'est le rôle de conseil et la capacité qu'a le pharmacien à substituer beaucoup plus facilement aussi sur ses gammes conseils d'un produit à un autre, d'une forme à un autre, d'un statut à un autre, parce que le fait d'être en rupture et fait partie un petit peu aujourd'hui du quotidien. Sur les compléments alimentaires, en élargissant aussi un peu sur les DM, ce qu'on voit, c'est que là aussi en forte croissance et sur l'ensemble de ces compléments alimentaires, vous allez avoir des stratégies de labo qui sont différents, des positionnements aussi. On a Pilège qui est premier contributeur à la croissance, suivi d'Aboca, plus discret dans sa communication, mais qui fait un début d'année en pleine effervescence. Sanofi, à la fois sur le respiratoire et sur le sommeil, AVA et NHCO avec un positionnement plus, avec une distribution numérique beaucoup plus resserrée. Et là aussi, quand on regarde la promesse sur ces compléments alimentaires, vous voyez, hein, 3 promesses sur 5, c'est des mots divers, le sommeil et l'équilibre digestif et à la décroissance. À noter les pertes de poids, la reminéralisation, donc vitamine D qui était très fort aussi l'année dernière, et l'immunité défense naturelle. Là, par contre, une inflation qui est plus importante que les autres années. On est à plus 3,2 en impact sur le consommateur et le patient. On va voir comment ça évolue dans le temps. Mais c'est vrai qu'on le voit, quel que soit l'univers, le consommateur dépense davantage pour sa santé. Et on va voir si effectivement on est sur des catégories de produits qui sont irremplaçables et donc quel impact va avoir ces hausses de prix, sachant qu'on a aussi dans ces cadres-là l'effet stock fait par le réseau officinal sur ces derniers mois. Et petit à petit, ça menuise et donc on va voir effectivement comment va évoluer ce report. Mais comme vous pouvez le voir, la courbe, elle est tenue. L'année dernière, on avait des mois où on était stable, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et on voit que depuis novembre, on a quasiment plus d'arrêt dans la courbe, plus de marche pour reprendre son souffle. C'est un peu comme quand on fait le jogging. Moi, j'aime bien faire les pauses. Quand je monte les escaliers, là, il n'y a plus de pause. Et donc, du coup, ce n'est pas pour moi. Alors, sur la parapharmacie, sur ces compléments alimentaires, légèrement en recul sur ce début d'année. Donc là, on est vraiment sur les enseignes de para. Leclerc, Système U, Carrefour, Auchan et Monoprix, j'en oublie, Intermarché, Cora. En recul de 1%, donc stable autour de 22-23. On voit du coup un report principalement sur la pharmacie pour aller chercher son conseil santé, pour aller chercher son accompagnement. Et quand on regarde le top 5, complètement différent de ce qu'on observe auprès du réseau officinal, Bayer premier, EA, VitaVea, Forte et Biocite dans le top 5 des contributeurs à la croissance. Et là, par contre, c'est les mêmes promesses à gauche ou à droite, avec peut-être le trouble de l'humeur, alors qu'on avait beaucoup plus les mots divers en officine. Donc, on voit quand même une prise en charge du patient, de sa santé, du consommateur, différente entre les enseignes de parapharmacie et l'officine. Un petit point sur les gummies. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé des petites gummies, des petits bonbons aux sources forme galénique. 2 choses, le cumul mobile, l'évolution sur les 12 derniers mois que vous voyez, et puis également l'évolution sur ces premières semaines. Donc, ça reste dynamique depuis l'arrivée notamment sur l'année 2021 et surtout 2022. On voit que porté surtout sur la rentrée 2022, notamment par rapport à l'arrivée dans certaines marques installées de la forme gummies. C'est-à-dire on a vraiment dans les gummies à la fois des laboratoires très centrés gummies, des produits qui n'existent qu'en gummies et d'autres pour lesquels le gummies est une forme galénique complémentaire de l'arsenal. Donc, on voit que cette forme commence à s'intégrer pleinement dans le quotidien du pharmacien et du consommateur avec une croissance, certes, qui est moins dynamique sur ce début d'année par rapport à l'année passée, mais qui reste très soutenue. Vous pouvez le voir, plus 50% par rapport à l'année dernière sur ces 9 premières semaines. Quasiment tous les segments sont dynamiques, excepté Faner et croissance. Mais quand vous regardez le top 5 des promesses, sommeil, maux de gorge, tonus, vitalité, on a l'immunité défense naturelle qui arrive et surtout le trouble de l'humeur qui était
19e l'année passée à cette même période et qui arrive tout de suite dans le top 5. Donc, on a une galénique qui, petit à petit, montre que dans le choix du patient, dans le choix du consommateur, dans le conseil du pharmacien, on va avoir l'efficacité, les natures mêmes du produit, on va avoir son bonne tolérance au sens large et sa facilité de prise et qui passera par la galénique. Donc, ça va être intéressant dans le suivi de voir de plus en plus le poids apporté à la forme dans le choix du consommateur et à la choix du pharmacien dans le conseil. Dynamique aussi en para, comme vous pouvez le voir, fortement dynamique aussi. Et là aussi, à peu près les mêmes dynamiques que ce qu'on peut voir, avec beaucoup plus de centrage sur l'anti-chute, sur la perte de poids et sur le cheveu, quel que soit le type. Donc là aussi, une prise en charge du patient consommateur différente en para qu'en pharma, même sur cette forme galénique qu'est le gummies. Point sur la dermo en pharmacie, beau début d'année, 19% par rapport à l'année dernière. On le voit bien sur les courbes, la fin d'année avait été intéressante aussi. Dans les contributeurs à la croissance, à noter le quatuor était homogène depuis quelques temps. On a arrivé de CeraVe sur le top 5 des contributeurs à la croissance. Et c'est la première fois sur ce début d'année. Et on voit aussi beaucoup de marques à la fois Urgo qui se renforcent sur ce segment et ensuite des laboratoires à la fois cosmétiques et avec Nux et Caudalie et Dermo avec Uriage et Bioderma pour compléter ce top 10. Donc à la fois de la dermo, beaucoup de dermo, comme vous pouvez le voir, quasiment 2 tiers des laboratoires sont plutôt centrés sur la dermo que sur la cosmétique, avec les 3 segments aujourd'hui qui sont les plus contributeurs à la croissance, le visage, les lèvres et le corps. Inflation, là aussi, regardez ce qu'on observait l'année dernière de août à novembre, on était quasi stable dans cette croissance. On a vu décembre qui commençait à s'envoler et on continue ces augmentations d'impact sur le pouvoir d'achat du consommateur. On va le suivre tous les mois en tenant compte effectivement des innovations et des nouveaux produits sur le marché, mais 4 points de répercussion sur le porte-monnaie du consommateur. Qu'en est-il en para? Là aussi, dynamique, plus 5%, avec effectivement aussi des laboratoires communs, donc SVR et CeraVe dans ce top 5, Nux, Herborian et Luxéol sur le capillaire, qui est dans le top 5 de ces contributeurs pour la dermo en parapharmacie, avec le même classement que ce qu'on voyait tout à l'heure. Nutrition infantile, alors c'est là où c'est complémentaire dans l'analyse, c'est le chiffre d'affaires ne sera pas suffisant pour l'analyser, puisque regardez un chiffre d'affaires qui est stable quasiment par rapport à l'année dernière, plus 2%. Pour autant, quand je regarde le nombre de ventes, c'est-à-dire le nombre de passages en caisse, je suis en recul de 2%, quelle que soit la quantité achetée, donc moins 2%, et une inflation qui est vraiment sur les pistes de ski, qui est vraiment importante, puisque 8 points d'inflation par rapport à l'année dernière sur la nutrition infantile. Donc, c'est l'une des plus fortes impacts sur le pouvoir d'achat. Donc, de 2 choses l'une, où le bébé mange moins, ou ça coûte plus cher. Les probiotiques sous toutes ces formes, là, on a pris, grâce à Claude Bernard, tous les sujets probiotiques, c'est-à-dire tous les sujets, justement, quelle que soit la forme galénique. Et là, on va regarder. Alors, pharma plus para, on est sur des dynamiques qui sont complètement différentes, puisque la pharma est en forte croissance, plus 14%. Certains acteurs ne sont présents que dans l'un des circuits et pas dans l'autre. La para, elle, tous légèrement, moins 8% sur ce début d'année. Et c'est plutôt porté par le conseil du pharmacien qui fait une croissance de 15%, alors que la prescription, elle, est en croissance de 5% sur ce début d'année. Donc, dynamique, que ce soit sur prescription ou que ce soit avec le conseil du pharmacien. Et l'équilibre digestif,
Patrick parlait tout à l'heure de l'antibiothérapie, mais on voit bien que l'équilibre digestif est le premier contributeur à la croissance et premier segment sur ces probiotiques. Pour autant, vous voyez que le probiotique est en recul, notamment sur la nutrition, que ce soit sur les laits spéciaux ou le premier âge, et en léger recul malgré l'inflation. Donc, ça montre aussi qu'à un moment donné, il y a des choix, il y a des choix entre les circuits, il y a la composante du prix qui rentre en ligne de compte dans ces critères. Et sur l'apparat, on est plutôt sur le visage en premier segment pour ces compléments alimentaires. Donc, mine de rien, des circuits qui sont complémentaires. Patrick, soyons sérieux, l'hôpital. Ouais. Merci beaucoup, David. Alors, effectivement, l'hôpital n'échappe pas à la règle, même si la croissance est un peu inférieure à celle qu'on connaît en ville, mais c'est déjà un phénomène que l'on avait noté en 2022. On a quand même un début d'année qui est très dynamique sur l'hôpital, avec un mois de janvier qui a été très, très bon, avec près de plus de 12, presque 13% de croissance. Le mois de février a été un peu moins fort, hein, avec 6% de croissance, mais néanmoins une croissance quand même forte. Alors là, il y avait aussi un effet jour ouvré qui a joué. Ce qui veut dire que depuis le début de l'année, sur les 2 premiers mois, on est à près de 10% de croissance, ce qui est très important. Et en cumul mobile annuel, là, l'effet de 2022 se fait sentir, puisque là, la croissance n'est plus que de 5% en cumul mobile annuel. Alors, qu'en est-il au niveau des produits? Donc, au niveau des produits, on a des produits, les 10 premiers produits hospitaliers sur janvier-février sont tous en évolution positive. Il n'y en a aucun qui est déjà en évolution négative. On retrouve Keytruda en première position avec un très haut niveau de chiffre d'affaires. Hein. On est sur 2 mois simplement à 295 millions de chiffre d'affaires, 71 millions de croissance par rapport à l'an dernier et une croissance de 31%. Vous voyez, pour les autres, Darzalex, 28% de croissance, Clérigue, immunoglobuline, plus 28%, Enfinzi, plus 45%, c'est un antinéoplasique anticorps monoclonal. Bon, voilà, vous avez des produits, et puis vous avez Yescarta également comme antinéoplasique, plus 92% de chez Gilead, qui affiche de très, très fortes progressions. Donc, un top 10 qui se porte bien. Les classes en croissance et en décroissance à l'hôpital, alors, vous avez les 5 premières classes qui pèsent pour 211 millions de croissance, alors que les 5 classes qui contribuent à la décroissance, elles, ont un impact négatif de seulement moins 44 millions. Et là, on retrouve dans les classes en croissance les antinéoplasiques anticorps monoclonaux, donc avec Keytruda, Darzalex, eux qui ont bénéficié d'extension d'indication. On a les antinéoplasiques, les autres avec Yescarta, avec Trodelvy. Nous avons les immunoglobulines avec Clérigue et Privigène, donc qui ont bénéficié de hausse de prix également, et puis également augmentation des volumes. Les pénicillines à spectre large qui ont fortement progressé avec Piperacil, et puis enfin les immunosuppresseurs avec Ocrevus qui a fortement progressé. Dans les produits qui sont en décroissance et les classes, dans les antinéoplasiques, et c'est ce qui explique la plus grosse partie, c'est essentiellement la perte de brevet de Revlimid pour le lidomide, et qui pèse déjà pour moins 16 millions sur les 2 premiers mois, moins 20%. Ensuite, on a les héparines comme l'Ovenox
de Sanofi qui ont une baisse des volumes. Dans les anti-TNF, avec Remsina, on a des baisses de volume et c'est le cas pour tous les autres produits dans les classes qui sont mentionnées, la K01B, la H02A, les corticoïdes seuls sont en baisse, mais liés à des baisses de volume. Donc voilà pour cette situation à l'hôpital. Donc on va terminer cette présentation et simplement pour vous informer que vous savez que le GERS, à la demande du LEM, a développé un outil pour en fait vous permettre, laboratoire, d'estimer la clause de sauvegarde pour mieux provisionner vos comptes. Et donc, cet outil répond à cet objectif. Et le site, donc pour la deuxième déclaration, il y avait eu une première déclaration qui avait été faite en fin d'année 2022. Là, il va y avoir une ouverture de ce site pour la déclaration du CA net réel 2022. Le site sera ouvert du 15 au 29 mars. Et l'objectif, c'est de vous restituer une fourchette du taux de croissance du CA net régulé. Alors, uniquement, bien sûr, sur la base des sociétés qui auront bien voulu, déclarer. Et cela vous donnera ces informations et ça vous permettra d'affiner l'estimation de cette clause de sauvegarde. Alors, vous aurez 5 données à renseigner, c'est assez simple. Sur 3 périodes, 5 données par laboratoire. Donc, en 2020, le CA net ACOS, en 2021, le CA net ACOS. Également, David, la slide suivante, s'il te plaît. Et en 2022, vous aurez à renseigner le CA brut régulé, les remises minimum et les remises maximum. Donc, sur le champ des médicaments régulés, c'est-à-dire les médicaments de ville remboursables, la rétrocession, la liste en sus, les accès compassionnels, les accès précoces. Et pour les remises conventionnelles, vous aurez les remises produits et les remises pour les accès précoces. Donc, voilà. Donc, n'oubliez pas de déclarer ces informations. Plus nous aurons de laboratoires, mieux ce sera. Merci encore pour votre participation à ce 27e atelier et qui ne sera pas le dernier. On compte poursuivre encore dans le temps. On a de nombreuses demandes dans ce sens. Merci aux équipes du GERS qui nous ont aidés, David et moi, à animer et à présenter ces chiffres. Et à très bientôt pour un nouvel atelier. Très bonne journée. Au revoir.